Nous voici maintenant dans la dernière partie de ce MOOC. Nous allons nous intéresser ici aux freins culturels à la transition, et plus particulièrement à son impact sur nos imaginaires. La culture est un mot très large qui regroupe une grande variété de définitions. Pour clarifier la situation, voici une définition de notre cru. Nous entendrons ici par culture un ensemble de constructions mentales collectives, de mythes et croyances qui façonnent notre rapport au monde. Ces constructions existent au travers de récits plus ou moins invisibles et conscients. Si c'est encore un peu flou, pas d'inquiétude. On va s'attacher à rendre tout cela plus clair tout au long de la vidéo. Vous vous en doutez, nous ne pouvons dans le temps imparti démêler l'ensemble de la pelote que constitue ce sujet épineux et ne prétendons pas à l'exhaustivité. Nous ne prétendons pas non plus vous présenter la vérité, mais nous vous invitons dans cet épisode à faire un pas de côté et à chausser une paire de lunettes différentes pour mieux observer la situation. On vous parle de culture, mais vous attendez certainement un peu plus de précision. Y aurait-il déjà une culture suffisamment puissante qu'on puisse en trouver des traces dans presque toutes les sociétés ? Eh bien oui, c'est la culture occidentale. Derrière ce concept très généraliste, voyons d'un petit peu plus près ses émanations. Force est de constater que le modèle capitaliste et libéral est maintenant présent dans la majorité des pays du globe. Les systèmes d'enseignement se ressemblent. Comme le remarque l'anthropologue James Scott, il en va de même pour la forme d'organisation institutionnelle. Il est étonnant de constater à quel point on trouve, partout dans le monde, pratiquement le même ordre institutionnel. Un drapeau national, un hymne national, des théâtres nationaux, des orchestres nationaux, des chefs d'État, un parlement, une banque centrale, une liste de ministères, etc. La mondialisation culturelle, l'adoption d'un système de normes et de valeurs occidentales rend possible la mondialisation économique et politique. Il y a évidemment eu, et c'est encore le cas aujourd'hui, des résistances, et l'hégémonie occidentale ne traduit pas une uniformisation parfaite des cultures à la surface du globe. Si l'Occident n'est pas la première puissance à vouloir détruire les autres formes de société, sa domination revêt un aspect inédit de par ses dimensions géographiques et temporelles, ainsi que par ses motivations. Cette domination, ce mode de pensée, la culture occidentale le fait passer à travers un certain nombre de récits communément admis. Rentrons un peu plus dans le détail et tâchons de décrypter quelques-uns des récits qui nous empêchent de faire émerger une société plus en phase avec les enjeux écologiques. Si la notion de progrès est évidemment présente dans les sociétés européennes depuis fort longtemps, elle va y trouver une place centrale à partir du XVIIe siècle et devenir son principal combustible. En faisant de la raison le principal outil d'explication du monde, ce dernier devient alors un objet entièrement compréhensible puisqu'il est régi par des lois mathématiques. Fini donc les explications d'ordre mythologique, religieuse ou autre. Le monde est maintenant désenchanté. Pour les philosophes des Lumières, de Bacon à Condorcet, l'avènement de la science moderne rationnelle doit être au service du progrès, entendu avant tout comme scientifique et technique. Ces deux composantes seraient ainsi les promesses d'un avenir meilleur pour l'humanité. Le progrès devient alors la boussole de l'histoire, pointant invariablement dans la même direction. Le chemin tracé se résume à aller vers des innovations toujours plus complexes, toujours plus gigantesques. Comme le notait si bien Turgot, un philosophe des Lumières, dans les progrès généraux de l'esprit humain, toutes les nations partent du même point, marchent au même but, suivent à peu près la même route, mais d'un pas très inégal, et l'Europe occidentale avance à grands pas vers la perfection. La place centrale du progrès se fait encore ressentir aujourd'hui dans les choix que nous prenons, dans les histoires que nous nous racontons. Ainsi, dans le cadre de la transition écologique, il est hors de question de regarder en arrière. Toute solution ayant déjà été expérimentée dans le passé est presque systématiquement mise de côté, car cela reviendrait à revenir à la bougie, pour reprendre une expression communément employée. Nous cherchons donc des solutions à partir de l'existant et dans une perspective technologique. Dans le domaine des transports par exemple, la voiture électrique sera privilégiée au détriment de moyens de transport par traction animale, n'ayant pas pourtant besoin de prouver leur durabilité en matière d'impact carbone. Attention! Je ne dis pas que passer à un système de traction animale serait forcément une bonne solution, simplement qu'elle n'apparaît même plus sur le spectre des possibles. Il en va ainsi de toutes les solutions que l'on peut qualifier de low-tech, qui invitent à reconsidérer nos technologies avec d'autres grilles d'analyse que la marche forcée en avant.
Non plus gigantesque, mais conviviale par exemple, libératrice ou encore démocratique. Laissons sur cette partie le mot de la fin à l'historien des sciences François Jarige. Les low-tech et leurs défenseurs demeurent mal connus, rejetés de nos imaginaires comme des trajectoires périmées, absents des histoires héroïques des techniques qui célèbrent le génie des grands inventeurs, l'innovation et les découvertes qui ont changé le monde. L'histoire des techniques reste souvent le récit de l'avènement des high-tech, de l'accroissement de la productivité et du gigantisme. Un autre aspect problématique de notre culture est la tendance à l'universalisation de notre histoire. Justifier ces pratiques par une vision d'un progrès unique et universel. Nous avions ainsi la raison parfaite à la destruction d'autres formes de culture. Comme le disait Léon Blum dans un discours de 1925, « Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture. » Les sauvages deviennent ainsi des primitifs, des individus formant des sociétés moins avancées que la nôtre sur la grande histoire de l'humanité. Il ne nous vient pas à l'idée qu'il puisse exister d'autres grilles de lecture du monde que la nôtre. Comme le note avec justesse l'économiste Michel Barillon, « La certitude que l'évolution des sociétés ne peut emprunter qu'un seul chemin, celui que trace en éclaireuse la civilisation occidentale, et que ce chemin conduit à la perfection sociale et humaine et au bonheur universel, finira par s'imposer comme une évidence et justifiera par la suite les programmes dits de développement. Cette vision de l'histoire universelle est si ancrée dans les esprits que son caractère foncièrement ethnocentrique passe inaperçu. Nous avons ainsi anéanti des sociétés construites sur des rapports au monde différents et considérées comme plus durables avec leur environnement, ne faisant pas appel au progrès pour expliquer leur histoire. Par voie de conséquence, nous ne sommes plus confrontés à d'autres cultures que la nôtre. Citons ici le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss. L'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. Nous n'analysons donc, encore une fois, les solutions aux problématiques écologiques qu'à travers notre propre prisme, c'est-à-dire celui de l'anthropocentrisme, de la primauté de la technique, de l'individualisme et du consumérisme, de la transparence et de la démocratie, le tout dans une économie libérale chapeautée par des États de droit. Il nous apparaît comme impossible de faire autrement. Nous terminerons sur cette première partie visant à dessiner les contours de la culture occidentale avec une autre caractéristique de taille, le dualisme nature-culture. Vous vous demandez de quoi je parle ? Eh bien, le concept de nature est une invention purement occidentale. L'anthropologie, notamment à travers la figure de Philippe Descola, montre que dans d'autres sociétés, le concept de nature est simplement inexistant. En effet, ces peuples ne se considèrent pas comme faisant partie d'un monde différent des autres formes environnantes. Ces dernières font partie de la même société que les humains, et cela engendre un lien de sociabilité de sujet à sujet. En bref, les autres êtres vivants sont considérés comme des membres de la société à égale valeur avec les humains. Or, voilà bien longtemps pour nous que les êtres vivants qui nous entourent ne sont plus nos concitoyens. Notre vocabulaire est à ce titre édifiant. Nous parlons ainsi de matières premières, de services écosystémiques, de ressources naturelles. Prairies ou forêts pour stocker le plus de carbone ? Les abeilles et autres insectes se meurent doucement, minces, mais qui va polliniser nos récoltes ? Nous ne cessons de considérer l'environnement qu'à travers les bénéfices qu'il nous apporte. Ainsi, les autres êtres vivants n'ont plus de valeur intrinsèque, pas de raison propre d'exister. La nature est pour nous un objet inerte. Mêlé à cette prédominance de la vision du progrès, cela nous donne l'illusion d'une possible maîtrise totale de la nature. Ainsi, le projet moderne est de se rendre, je cite, comme maître et possesseur de la nature, comme nous le disait Descartes. Nous n'avons plus de limite morale ou éthique à l'exploitation de la nature. Et je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre en quoi cela ne nous aide pas à surmonter la crise écologique. De plus, ce dualisme sujet-objet se retrouve sur bien d'autres thématiques. Nous avons découpé le monde en deux. L'esprit d'un côté, le corps de l'autre. La raison et les émotions. Les pays développés et les pays sous-développés. Hommes et femmes. Et systématiquement, la domination de l'un sur l'autre. Si l'on veut tendre vers une société plus juste et plus respectueuse, il faut pouvoir se défaire d'un rapport au monde qui repose sur la domination. Cela demande évidemment beaucoup d'efforts et de détermination, et ce n'est pas un chemin facile. Faisons un point intermédiaire.
Nous avons vu que la culture occidentale était hégémonique à la surface du globe. Cette culture existe dans des récits parfois peu visibles mais qui impactent grandement nos choix sociétaux. Ainsi, nous avons fait du progrès le combustible d'une histoire qui n'a qu'une direction. Ce chemin étant le meilleur, nous avons supposé que toutes les sociétés devaient le suivre et avons universalisé notre histoire, détruisant au passage la diversité culturelle. Enfin, notre vision du monde repose sur un partage entre le monde des humains et le monde de la nature qui serait là pour le servir. Jetons maintenant un œil aux façons dont cette culture occidentale hégémonique infuse nos sociétés et nos esprits. Nous l'avons vu, la culture est un système de valeurs, un ensemble de normes sociales partagées par une communauté plus ou moins grande. Elle se transmet entre autres par des histoires qui incarnent des aspects de cette culture. Ce n'est pas nécessairement une histoire écrite ou parlée, ça peut aussi être des mythes, ou des rituels, ou encore des traditions. Pour faire court, on utilisera le terme de récit pour faire référence à toutes les formes qu'elle peut prendre. Ces récits peuvent être plus ou moins conscients ou construits dans un but précis. Un exemple parlant de récit construit par le gouvernement des États-Unis dans les années 1960, faire rêver avec la conquête spatiale pour obtenir l'approbation de la population afin de financer des programmes qui auront un usage militaire. Il existe d'autres récits plus diffus, par exemple « Consommer rend heureux » qui légitime le matérialisme. Le récit du self-made man nous pousse à penser quand on veut, on peut et justifie des comportements individualistes. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui vient renforcer notre vision progressiste et peut aboutir à d'autres récits comme la technologie va résoudre tous nos problèmes. Ces nombreux récits véhiculent et banalisent des valeurs toxiques qui nous éloignent du vivant. Toutes ces histoires sont très intégrées car répétées dans des contextes et des registres différents. Le cadre légal, les médias de masse, la publicité, les industries culturelles. Détaillons un peu. Concernant le cadre légal, des institutions comme l'école par exemple et des lois organisent la vie en société. Elles s'appuient sur de grands principes directement issus des mythes fondateurs et marquent la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ainsi, quand l'État choisit le nom « Loi de transition énergétique pour la croissance verte », il insinue que ces efforts écologiques seront au service de l'économie et que la transition ne saurait être décroissante. Une belle preuve de fidélité au progrès. Aujourd'hui, les organes d'information se déploient sur une grande variété de supports, imprimés, audiovisuels, radiophoniques, numériques. Les réseaux sociaux en font partie. Le traitement médiatique du changement climatique se réduit en général au constat et le ton est souvent alarmiste, abstrait ou encore anecdotique. L'atténuation, l'adaptation ou la transition ont peu de visibilité, voire elles sont montrées de façon à rester marginales. La publicité est l'huile de la machine capitaliste. Elle crée des besoins artificiels pour écouler la surproduction. L'injonction commerciale ne vise pas uniquement à vendre un produit, elle l'associe à une promesse séduisante. Bon, là, on vous en montre qu'une, mais il suffit de sortir dans la rue pour en voir plein d'autres. Les industries culturelles sont les livres, la musique, le cinéma, la télévision, la radio ou encore les jeux vidéo. Ces formes d'expression artistique à grande échelle sont soumises à des contraintes financières qui peuvent les influencer. Dans la culture populaire, le changement climatique existe surtout à travers des représentations apocalyptiques ou dans des déclinaisons vertes d'un futur technologique caricatural. Bien sûr, il existe des nuances. Ces 4 vecteurs ne se réduisent pas à de simples porte-voix du récit dominant. Pour reprendre l'exemple du cinéma, on peut assez facilement voir des films indépendants ou d'auteurs. Mais si on regarde la liste des 10 films à succès l'année dernière, ce n'est pas là qu'on les trouve. Et ce n'est pas uniquement dû au goût des spectateurs. C'est aussi une question de moyens. On est donc face à un système très puissant, qui ne se laissera pas faire et qui est déjà prompt à absorber ses propres critiques. Un petit exemple d'une grande industrie agroalimentaire. Je sais pour la fonte des glaces. Pour la déforestation. Pour la surpêche et le changement climatique. Nous sommes la première génération qui sait. Ce n'est pas simple. Danone. One planet, one health. Édifiant, non ? Il existe des initiatives qui cherchent à s'opposer à ces récits et leurs vecteurs. On peut citer en exemple le groupe de résistance à l'agression publicitaire ou encore les déboulonneurs qui combattent le système publicitaire. Pour lutter efficacement contre le changement climatique, il est indispensable de s'émanciper de cette culture destructrice.
Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons aussi besoin de nouveaux récits. Bon alors, c'est pas évident à décrire, mais voici quelques pistes pour développer l'aspect culturel de la transition. On le sait, les rapports du GIEC ne sont pas très mobilisateurs. On ne réagit pas aux rapports sur le changement climatique parce qu'ils sont présentés de façon managériale. Ils ne disent pas que cela pourrait être le point de départ d'un nouveau futur. Comme le souligne le réalisateur Adam Curtis, c'est parce qu'ils sont avant tout présentés de manière managériale. De manière générale, le changement climatique est traité sur un registre technique ou scientifique. La nécessité de compléter cette approche par le récit est un constat de longue date. En plus, comme on l'a vu dans la première vidéo sur les biais cognitifs, pour le moment, le changement climatique reste une sorte de menace complexe et invisible. Le récit permettrait donc de lui donner une forme, de le rendre un peu plus palpable et par conséquent plus compréhensible. La narration nous permet de nous projeter dans une expérience qui nous est étrangère au travers de situations, personnages et sensations. On s'identifie et on peut en discuter. Par exemple, les BD d'Alessandro Pignocchi mettent en scène un monde parallèle dans lequel nos dirigeants politiques actuels adopteraient les principes animistes des Indiens d'Amazonie. En plus d'être humoristiques, ces BD permettent de se représenter à quoi pourrait ressembler notre société si elle était basée sur d'autres mythes fondateurs. On reproche souvent aux écolos d'être catastrophistes et on entend de plus en plus de gens appeler à créer des récits positifs pour le climat. Il n'y a pas de stratégie meilleure qu'une autre. On a besoin de gens qui disent que c'est grave, comme on a besoin de choses qui nous inspirent ou nous enthousiasment. Ces deux types de récits ne vont d'ailleurs pas s'adresser aux mêmes personnes. L'étude des images et des actes, que vous pouvez retrouver en ligne, montre que l'acceptation d'une charge émotionnelle importante dépend en partie du degré de sensibilité à la cause environnementale. Mais finalement, ce qui compte, c'est l'idée de désir, donner envie de lutter contre le changement climatique. Et le désir peut puiser sa source dans des émotions négatives, comme la colère ou la tristesse par exemple. Il en faut pour tous les goûts. Cette notion de désir est centrale. Car qu'est-ce que la sobriété peut avoir de désirable dans une société encore abondante ? Eh bien, la sobriété n'est pas que matérielle. Elle implique des rapports plus simples dans tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi et avant tout un positionnement philosophique. Les nouveaux récits pourraient imaginer comment on vivra concrètement, mais également proposer d'autres modes d'organisation, d'autres systèmes de valeurs. On ne part pas de rien. Il y a déjà tout un tas d'idées, parfois expérimentées dans les milieux militants, et qui n'attendent que d'être mises en récit. C'est aussi dans leur forme que les nouveaux récits peuvent marquer la rupture avec le modèle dominant. Utiliser le langage des adversaires peut s'avérer inefficace, voire même contre-productif. Donner un prix à la nature, mettre en scène des super-héros du climat, utiliser les médias de masse sont des moyens pour toucher un grand nombre de personnes. Mais dans le fond, est-ce bien cohérent avec ce qu'on souhaite défendre ? Le principe même du super-héros est qu'il n'en existe que très peu, et que ces individus sont dotés de pouvoirs hors du commun. Pourtant, l'action climatique requiert une force collective, faite de plein de profils différents. Et on peut voir que publier un article sur la thématique environnementale dans un média dépendant de la publicité peut mener à des situations paradoxales. Les formats préexistants ne permettent pas de formuler de nouvelles idées et risquent d'uniformiser les récits alternatifs, voire de les décrédibiliser. La culture de la transition a tout intérêt à s'exprimer au travers de formes cohérentes avec les valeurs qu'elle propose dans ses récits. C'est ce que cherche par exemple l'écrivain Alain Damasio dans ses fictions à narrateurs multiples. Je ne comprends pas qu'on puisse raconter le réel par un prisme unique. Il faut traduire ce que tu prétends défendre, c'est-à-dire respecter la pluralité des points de vue. Et c'est vraiment empuissantant pour le lecteur. Il est placé de fait au milieu des personnages et doit faire un effort de positionnement. Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est la notion d'effort et le fait de sortir le lecteur de sa passivité. On le sait, le changement climatique est une affaire complexe. En face, le modèle dominant se veut simplificateur et rassurant, car il ne doit pas porter en lui le germe du doute. Il n'y a pas d'alternative. Les nouveaux récits dont nous avons besoin pourraient s'en distinguer en assumant leur complexité. Cela provoquera sans doute beaucoup de discussions et sûrement du dissensus. Mais cela rétablira une diversité d'approches qui permettra à chacun et chacune de trouver le récit qui le ou la mettra en action. Nous touchons à la fin de la vidéo. La lutte contre le changement climatique heurte un obstacle d'ordre culturel.
La prégnance du modèle occidental et le sentiment qui en découle que les choses ne peuvent être autrement. Dans cette bataille culturelle, nous devons à la fois déconstruire les récits existants qui véhiculent des normes sociales toxiques et imaginer de nouvelles formes d'exister en favorisant une multitude d'approches. C'est aussi la fin de ce MOOC et je laisse la conclusion à Clarisse. Et le constat général n'est pas joyeux, c'est vrai. Car comme nous l'avons vu précédemment, il nous faut aussi dépasser les freins d'ordre comportementaux, politiques, économiques et les verrous sociotechniques. Lourde tâche. D'autant plus que les différents freins sont perméables et s'alimentent les uns les autres. Pourtant, loin de nous l'idée d'un défaitisme face à ce défi, bien au contraire. Même si la tâche est complexe, avancer dans certains domaines aura mécaniquement une répercussion positive sur les autres. Puisque chaque dixième de degré compte, chaque tonne de CO2 compte. Les difficultés que l'on peut rencontrer ne sont en aucun cas des excuses à l'inaction. Il nous faut tout faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il nous semble important d'être clairvoyants sur les freins à la transition afin de trouver ensemble des moyens de les dépasser. Nous espérons qu'avec ce MOOC, nous avons pu faire modestement avancer cette réflexion et te donner envie d'agir.